Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Novak Djokovic, 34 ans, est actuellement le meilleur joueur de tennis de la planète. Avec ses deux grands rivaux, Rafael Nadal et Roger Federer, il partage le record du nombre de victoires dans l'un des 4 tournois du Grand Chelem, les 4 majeurs, Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open, 20 victoires chacun. En Australie, à Melbourne, le Serbe avait l'occasion de les doubler et de faire un grand pas vers le titre honorifique de meilleur joueur de tennis de tous les temps. Occasion ratée parce qu'il n'était pas vacciné au terme d'un bras de fer de plus de 10 jours avec les autorités australiennes. Code Source revient sur le feuilleton Djokovic avec Éric Brunat, spécialiste tennis au sein du service des sports du Parisien. Éric Brunat, pour bien comprendre le feuilleton australien de Djokovic, on a choisi de commencer ce récit quelques mois plus tôt. Le 12 septembre, à New York, Novak Djokovic est en finale de l'US Open. Il a déjà gagné cette saison l'Open d'Australie, Roland-Garros, après une victoire épique en demi-finale contre Nadal. La deuxième est la bonne, c'est un tremblement de terre. Rafael Nadal abandonne sa couronne face à Novak Djokovic après 4 heures et 11 minutes de jeu. Le numéro 1 mondial remporte ce match de titan. Puis Wimbledon en juillet. À New York, ce dimanche 12 septembre, sur le court Arthur Ashe, Djokovic a l'occasion de réaliser le Grand Chelem, de gagner les 4 tournois majeurs de la saison, avec ce qui serait sa 21e victoire en Grand Chelem. Mais il craque, et pour la première fois, Éric Brunat, il est soutenu par le public américain. Il est écrasé par le poids de l'enjeu et il va être très largement mené par Danil Medvedev, le Russe, qui est son principal adversaire. Et il va se retrouver mené 6-4, 6-4, 5-1. Autant dire que le match est plié, c'est fini. Et là, il va se battre pour revenir dans le match. Il commence à être bien soutenu par le public américain qui a compris que sur ce coup-là, c'était lui le challenger et qu'on a toujours plus de sympathie, on veut toujours voir le suspense se prolonger. Donc le public se met à l'encourager, il remonte de 5-1 à 5-4. Et là, le public scande de son nom comme jamais Djokovic ne l'a entendu dans un stade. Il s'assoit sur son banc, il se met sa serviette sur sa tête, et là il commence à pleurer. Ce sont des larmes de joie, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être soutenu à ce point et l'émotion est à son comble. Ensuite, ça se transforme en larmes de tristesse, parce que c'est aussi le moment où il se rend compte que c'est peut-être trop tard et qu'il ne pourra pas accomplir son rêve. Et finalement, Djokovic perd cette finale en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4. I would like to say that tonight, even though I have not won the match, my heart is filled with joy and I'm the happiest man alive because you guys made me feel very special on the court. Éric Brunat, Djokovic a amassé des fortunes avec son sport. D'après le magazine Forbes, rien que l'an dernier, il a gagné plus de 30 millions d'euros. Mais ce qui le préoccupe, c'est sa rivalité avec Nadal et Federer. Pour lui, à l'approche de l'Open d'Australie, quel est l'enjeu sur ce terrain-là ? L'enjeu est très simple. Ils sont tous les 3 à 20 grands chelems et c'est au premier qui arrivera à 21. Et potentiellement, Novak Djokovic a l'avantage sur, on va dire, ses 2 camarades de jeu parce que Roger Federer, qui est blessé depuis très longtemps, n'a toujours pas annoncé quand est-ce qu'il reprendrait le tennis. Rafael Nadal, lui aussi, revient d'une longue période de blessure. Et donc, ça paraît être la voie royale pour Novak Djokovic que d'aller remporter un 21e Grand Chelem à Melbourne. Et pour lui, l'Open d'Australie, ça lui est réussi. On peut dire que Roland-Garros, c'est le jardin de Nadal, Wimbledon, c'est le jardin de Federer, et l'Australie, c'est le jardin de Novak Djokovic. Il y a remporté 9 fois le tournoi. 9 sur 20, ça fait quasiment la moitié de ses titres en Grand Chelem. Novak Djokovic, on sait qu'il n'est pas favorable au vaccin contre le Covid. Il l'avait dit notamment en avril 2020. Il avait expliqué qu'il attendait de voir quel vaccin allait être développé, mais il n'était pas du tout favorable à la vaccination. The freedom of choice is essential. No, whether it's me or somebody else, it doesn't really matter. Whether it's vaccination or anything else in life, you should have the freedom to choose. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mysticisme, dans l'ésotérisme, qui a fait au début de la pandémie justement un live sur Instagram pour disserter sur la purification de l'eau par la pensée. C'est quelqu'un qui va très souvent visiter une montagne en Bosnie qu'il appelle sa pyramide et qui lui transmet son énergie.
Donc il est un peu dans ce monde-là avec ses idées, ses convictions qui ne vont pas toujours dans le sens de l'opinion générale. Toujours en 2020, en juin, il s'est fait remarquer en organisant un tournoi de charité en Serbie et en Croatie sans respecter de protocole sanitaire strict. C'est une période où le circuit de tennis était à l'arrêt. Il n'y avait aucun tournoi, donc les joueurs ne jouaient pas, la plupart ne pouvaient même pas s'entraîner. Et donc Djokovic, comme il le fait souvent pour aider les joueurs, a monté un tournoi dans les Balkans. Et les gestes barrières n'ont pas été vraiment respectés, il y a eu des soirées et ça s'est transformé en énorme cluster. Et lui-même et son épouse ont été contaminés par le Covid. On en vient aux événements récents. Le mardi 4 janvier, Novak Djokovic poste une photo sur son compte Instagram. Il est suivi par 10 millions d'abonnés. Éric Brunat, est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo et le message qui l'accompagne ? C'est une photo où il pose sur le tarmac d'un aéroport. Il a le bras posé sur un chariot à bagages dans lequel il y a tous ses sacs et il y déclare qu'il s'envole pour l'Open d'Australie parce qu'il bénéficie d'une exemption. Ce message et le fait qu'il parle d'une dérogation, d'une exemption, entraînent beaucoup de réactions. Tout le monde devine que Novak Djokovic n'est pas vacciné, même s'il ne l'a jamais dit publiquement. Donc tout le monde suppute sur les raisons qui auraient pu pousser les organisateurs du tournoi à lui accorder un passe-droit pour aller en Australie. Le mercredi 5 janvier au soir, à son arrivée à l'aéroport de Melbourne, Novak Djokovic est arrêté. Il est immédiatement conduit dans une salle sous vidéosurveillance avec un agent de la police aux frontières australienne qui va l'interroger toute la nuit. Le président serbe réagit en dénonçant immédiatement une chasse aux sorcières. Et là, la situation diplomatique entre l'Australie et la Serbie se tend immédiatement. Rules are rules. It's what I said to you yesterday. That's the policy of the government. Entry with a visa requires double vaccination or a medical exemption. Que se passe-t-il à l'issue de cette nuit ? Novak Djokovic passe toute la nuit à essayer d'expliquer aux agents de la police aux frontières que son exemption médicale est valable. Il leur fournit les documents qu'il croit nécessaires et qu'il croit surtout suffisants pour obtenir son visa. Mais ça ne suffit pas à convaincre les agents de l'Australian Border Force et au petit matin, la sanction tombe, le visa de Novak Djokovic est annulé. On lui présente un agent de la police aux frontières qui va le conduire dans un centre de rétention. Ce centre de rétention, c'est un hôtel de Melbourne, le Park Hotel, un petit immeuble moderne de briques sombres où sont hébergés actuellement, depuis un peu plus d'un an, des réfugiés. C'est un endroit où les conditions d'accueil sont, sinon insalubres, du moins limites, qui a été touché par 2 incendies pendant les fêtes de Noël. C'est un endroit où les gens ont dénoncé les asticots dans la nourriture. Alors, visiblement, ça s'est un peu amélioré, mais pas trop. Disons que ce n'est pas un endroit que Novak Djokovic a l'habitude de fréquenter lorsqu'il va sur un tournoi. Novak Djokovic dépose un recours. Il demande donc l'annulation de la décision des autorités australiennes. Il veut récupérer son visa et ses avocats vont argumenter sur le fait qu'il n'a pas pu se défendre équitablement pendant sa nuit de garde à vue. Si évidemment on peut utiliser ce terme de garde à vue. Le jeudi 6 janvier, dans un média serbe, Telegraph, le père de Novak Djokovic présente son fils comme un héros du monde libre. Alors il faut déjà savoir que le père de Novak Djokovic est plutôt très bon dans les punchlines et qui donc va se lancer dans une tirade de défense de son fils en le baptisant Spartacus du Nouveau Monde, c'est-à-dire le défenseur des opprimés, du monde libre, de la veuve et de l'orphelin, celui qui s'est dressé contre le monde entier. Parce qu'il prétend que le monde entier veut piétiner la Serbie et que comme Novak Djokovic est l'idole de la Serbie, c'est tout un pays qu'on piétine. À Melbourne, il y a de plus en plus de manifestants serbes devant le Park Hotel où se trouve le champion. D'un côté, il y a les partisans de Djokovic qui viennent manifester avec des drapeaux serbes leur soutien à Novak Djokovic. Et à côté, il y a une deuxième manifestation qui est celle des proches des réfugiés, dont certains sont là depuis l'ouverture du centre il y a 1 an et certains sont surtout en Australie depuis des années en attente d'un jugement sur leur situation. Donc tous ces proches-là vont profiter de la caisse de résonance de l'affaire Djokovic pour venir manifester et essayer un peu de donner de l'écho à leur cause. Le samedi 8 janvier, ses avocats indiquent que Novak Djokovic a en fait été contaminé par le Covid le 16 décembre. Il aurait passé ce test ce jour-là et été informé du résultat selon les documents fournis en fin d'après-midi. Il aurait ensuite passé un test négatif, celui-là, le 22 décembre. Problème, Éric Brunat, Novak Djokovic a fait plusieurs opérations de communication, on va dire, les jours suivants sans respecter les gestes barrières. Le 17 décembre, il participe à une inauguration d'un timbre à son effigie avec la poste serbe.
Il participe également à une opération avec des enfants. Il y a de nombreuses photos qui ont circulé où il pose avec une vingtaine d'enfants, tout sourire et démasqués. Et le 18 décembre, il reçoit des journalistes de l'équipe qui ont fait le déplacement à Belgrade pour lui remettre une récompense de champion de l'année et qui vont faire avec lui une interview et une séance photo. Alors il est masqué pendant l'interview, mais démasqué pendant la séance photo. Le lundi 10 janvier, Novak Djokovic obtient une victoire judiciaire. Il est donc libéré et il obtient l'autorisation de participer à l'Open d'Australie. Son visa est rétabli parce que le juge en charge de l'affaire estime que l'équité n'a pas été respectée dans la procédure, que Djokovic n'a pas pu se défendre normalement face à la pression des agents de la police aux frontières la nuit de son interrogatoire, et donc, en vertu de la loi australienne, il est rétabli dans son bon droit. Depuis le début de ce feuilleton, plusieurs tennisman réagissent au fur et à mesure à cette affaire. Que dit Rafael Nadal après cette décision de justice ? Alors Nadal, c'est quelqu'un de légaliste. Donc il n'a jamais caché qu'il n'était pas d'accord avec les opinions de Novak Djokovic. Il l'a d'ailleurs dit au tout début de l'affaire. Mais Nadal considère que si la justice a parlé, Djokovic doit disputer l'Open d'Australie. La justicia ha hablado y realmente creo que es lo más justo que lo haga. Il dit bien sûr en plaisantant que ça l'arrangerait qu'il ne le joue pas. A nivel personal prefiero mucho más que no juegue. En faisant référence à cette petite guéguerre du 21e titre, mais sur le fond, la justice a parlé, Djokovic doit jouer. Et le soir même, Novak Djokovic peut s'entraîner au Melbourne Park. La scène paraît même surréaliste, c'est-à-dire que Novak Djokovic a à peine quitté son centre de rétention, qu'il a déjà enfilé son survêtement et pris ses affaires pour foncer à Melbourne Park. C'est aussi pour montrer au monde, je suis là, je prends possession du court, maintenant il va falloir venir me chercher. Le lendemain, le mardi 11, le magazine allemand Der Spiegel fait une révélation embarrassante pour le champion. Alors il faut savoir que dès la fin de l'audience du 10 janvier, les documents avec l'accord des deux parties ont été rendus publics. Donc on a accès à toute la documentation et tous les argumentaires des deux parties sur l'appel de Djokovic, y compris le test positif de Djokovic et le test négatif qui a suivi. Der Spiegel, le magazine allemand, va demander à des spécialistes en informatique d'analyser le QR code auquel tout le monde a accès. Et en analysant les données, ces spécialistes-là vont prétendre qu'en fait le test ne serait pas daté du 16 décembre, mais du 26 et aurait été antidaté. D'après Der Spiegel, Novak Djokovic a donc été testé positif 10 jours plus tard que ce qu'il prétend. Et ce n'est pas tout. On apprend également dans un article du quotidien australien Herald Sun qu'il a menti dans son formulaire d'entrée sur le territoire australien. Il y a une case à remplir pour savoir si on a voyagé ailleurs que dans son propre pays de départ dans les 14 jours qui ont précédé l'arrivée sur le sol australien. La case cochée sur le formulaire de Djokovic est non. Or, il s'avère que Djokovic a passé les fêtes du jour de l'an à Marbella, ce qui veut donc dire que dans les 14 jours qui ont précédé son déplacement en Australie, il s'était au moins rendu en Espagne. Le mercredi 12, dans un communiqué, Novak Djokovic reconnaît 2 erreurs. Il explique que c'est son agent qui a rempli le formulaire pour lui et qu'il a oublié de cocher la fameuse case. Donc ça, c'est l'erreur humaine de son agent. Et ensuite, il plaide une erreur de jugement, la sienne, en ayant reçu des journalistes de l'équipe le 18 décembre pour une interview. C'est-à-dire qu'il explique que le 17 décembre, le jour où il était à l'inauguration de son timbre avec des enfants, il ignorait qu'il était positif, qu'il ne l'a appris que le 17 décembre au soir, et qu'au lieu de s'isoler, il a commis cette erreur de jugement de recevoir des journalistes parce qu'il ne voulait pas leur faire faux bon. Le 14, le vendredi, le ministre australien de l'immigration annule à nouveau le visa du tennisman. Le match qui s'est joué entre Novak Djokovic et le ministre de l'immigration australien, c'est une partie d'échecs. C'est-à-dire que le ministre de l'immigration a un pouvoir discrétionnaire. Il peut décider lui-même qu'il va annuler un visa. Et il avait le pouvoir de le faire dès la fin de l'audience du 10 janvier. Il a donc attendu toute la semaine, observé les réactions de l'opinion publique et surtout joué stratégique, c'est-à-dire attendre le vendredi soir, quasiment le dernier moment avant le week-end, pour que Djokovic ne puisse pas préparer convenablement une défense et refaire appel. Donc le vendredi 14 janvier au soir, il est 18h, et le ministre de l'immigration australien, par un communiqué, décide d'annuler une deuxième fois le visa de Novak Djokovic. Et suite à la décision du ministre, le lendemain, le samedi 15, Novak Djokovic retrouve le Park Hotel de Melbourne, le fameux hôtel transformé en lieu de rétention pour les réfugiés.
Novak Djokovic, effectivement, est ramené au Parc Hôtel, donc où il a un petit comité d'accueil qui l'attend, et où il va patienter jusqu'à son procès du dimanche matin, donc le dimanche 16 janvier. Éric Brunat, il faut préciser que Novak Djokovic n'était pas le seul à avoir bénéficié d'une exemption pour ce tournoi. Il y a 3 personnes qui ont bénéficié d'une exemption médicale. Le numéro 1 mondial, une joueuse tchèque et un coach croate. Donc la joueuse de Tchèque qui s'appelle Voráková était déjà arrivée en Australie depuis une dizaine de jours. Le coach croate, lui aussi, était sur place. Mais personne ne leur avait rien demandé, ça n'avait absolument pas défrayé la chronique. Mais par effet boomerang de l'affaire Djokovic, ils se sont retrouvés tous les deux à devoir rendre des comptes et à être renvoyés d'Australie. Donc Voráková, qui n'a pas les mêmes moyens que Novak Djokovic, a préféré renoncer à faire appel. Elle a pris l'avion et elle est rentrée dans son pays. Mais pour Novak Djokovic, renoncer n'était même pas envisageable. Éric Brunat, dans un portrait que vous avez fait de lui en juin 2021 pour Le Parisien, vous avez raconté d'où il tient sa rage de vaincre, son envie de ne jamais rien lâcher. Et on l'avait d'ailleurs déjà aussi raconté dans un précédent épisode de Code Source. Pour bien comprendre, il faut remonter à son enfance. Un des actes fondateurs du personnage, ce sont les bombardements de l'OTAN en 1999 sur Belgrade. C'est l'époque de la guerre en ex-Yougoslavie et pendant 78 jours, l'OTAN va bombarder la capitale serbe et Djokovic va être sous les bombes. Pendant cette période, avec sa famille, il est hébergé chez son grand-père et il va malgré tout continuer de s'entraîner en calculant les zones qui ont déjà été touchées et en se disant que potentiellement elles ne le seront plus pour aller taper la balle. Il n'a même pas 12 ans à ce moment-là et cette période-là va construire le personnage et elle le marquera à jamais. Éric Brunat, le dimanche 16 janvier, les 3 juges de la Cour fédérale australienne se retrouvent en visioconférence avec les parties concernées et en direct sur YouTube pour étudier l'affaire Djokovic. Ah, c'est un vrai film. On se connecte sur YouTube. Des dizaines de milliers de personnes sont en direct pour suivre les péripéties de Novak Djokovic. L'audience commence vers 9h30, précipitée forcément, parce que Novak Djokovic est toujours dans le tableau et il est censé jouer le premier tour. Et les débats vont durer un peu plus que la matinée. Les 3 juges vont ensuite se retirer pour délibérer et donner leur verdict en fin d'après-midi. La Cour a décidé, premièrement, que le recours est rejeté aux frais du demandeur. Et deuxièmement, que le détail des raisons qui ont motivé cette décision seront publiés plus tard. À l'unanimité, les 3 juges rejettent le recours de Djokovic, annulent son visa, prononcent son expulsion. Cette expulsion est également assortie d'une interdiction de territoire pendant 3 ans. Concernant ces 3 ans, la peine pourra toujours être réduite plus tard, mais en tout cas, Éric Brunat, Novak Djokovic, du coup, quitte le territoire australien. Novak Djokovic a tout juste le temps de faire ses bagages. Il prend ses affaires, il file à l'aéroport. Alors que commence l'Open d'Australie, il est déjà en vol pour Dubaï, qui est son escale avant de rentrer chez lui à Belgrade. C'est la fin d'un feuilleton pour la star du tennis mondial. L'Open d'Australie débutera lundi sans Novak Djokovic, décision de la Cour fédérale australienne. Éric Brunat, ne pas se faire vacciner, est-ce que ça ne risque pas de l'empêcher de décrocher un 21e titre en Grand Chelem ? Tout va dépendre à présent des choix que va faire Novak Djokovic. Soit il décide de se ranger à l'opinion générale et au conseil que lui donnent beaucoup d'anciens joueurs de se faire vacciner, de pouvoir reprendre le cours normal de sa vie, soit il décide de faire passer ses convictions au-dessus de sa carrière de sportif, au-dessus d'un potentiel 21e Grand Chelem. Roland-Garros risque de lui demander un pass vaccinal, Wimbledon une longue quarantaine. Pour les États-Unis, il faut être vacciné pour aller jouer l'US Open. C'est-à-dire que là, il se met de sacrés bâtons dans les roues et se handicape lui-même dans ce qui est quand même la quête de sa vie. Merci à Éric Brunat. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Et puis, vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.